Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancien élu lyonnais Romain Blachier, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa, et puis c'est sa première, l'adjoint au maire du 6e Samuel Soulier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Trois sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, la gestion financière des élus lyonnais, les activistes écolos validés par Grégory Doucet, puis la fermeture des halles du Grand Hôtel-Dieu. C'est la surprise de ce début d'année dont on se doutait un peu. En 2023, la ville de Lyon va augmenter sa taxe foncière de 9% pour faire face à la crise de l'énergie, car ses factures ont bondi de 30 millions d'euros. Alors, deux questions pour vous, messieurs, aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de demander un effort supplémentaire aux propriétaires lyonnais? Et puis, quand on sait que dans le même temps, les Verts ont eu fortement recours à l'emprunt pour le mandat, faut-il y voir un problème dans leur gestion financière? Romain, pour commencer. Écoutez, je ne sais pas s'il y a un problème dans la gestion financière, mais ça voudrait dire qu'il y ait des problèmes dans toutes les gestions financières de France, vu que vous avez des villes de tous les bords, Limoges qui est LR, Marseille qui est PS, d'autres villes encore, y compris dans la majorité présidentielle, qui ont augmenté la taxe foncière. Il faut savoir que la taxe foncière, c'est quand même le dernier impôt qui est laissé aux collectivités. C'est un vrai problème d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs une des promesses un peu compliquées qui n'a pas été tenue par le candidat Macron de 2017, c'était de décentraliser la France. Et au contraire, c'est les collectivités qui ont été recentrées. Effectivement, la hausse de 9%, ça touche, c'est quoi? C'est quelques dizaines d'euros par propriétaire. On est dans une ville dans laquelle 80% du foncier est possédé par des multipropriétaires. Vous avez que 20% des logements qui sont en propriété d'une personne, c'est-à-dire que 20% des gens qui sont propriétaires que de leur logement. Et du coup, effectivement, bon, là, quelques dizaines d'euros par an dans un marché dans lequel il y a eu énormément de hausse ces dernières années, je pense que ça joue pas beaucoup. Et effectivement, il y a une vraie hausse des prix de l'électricité, même si le gouvernement a plafonné un certain nombre de choses, même s'il y a le bouclier énergétique. Il y a aussi un certain nombre de budgets qui sont là. Il y a, même en 2015, lorsque Collomb augmente déjà les impôts, il y a beaucoup de gens dans sa majorité pour lui dire attention, la hausse elle n'est pas forcément suffisante pour couvrir un certain nombre de choses. Oui, c'était que 6% à l'époque. Oui, voilà, et encore c'était dans une période où il n'y avait pas l'inflation qu'il y a aujourd'hui. Donc regardez, voilà, la hausse même en relatif, elle est encore presque plus basse qu'à l'époque. Puis il y a des projets comme par exemple, on a fait beaucoup le procès à Grégory Doucet de ne pas s'intéresser aux questions de sécurité. Il y a une embauche de policiers, il y a une augmentation des policiers, tout ça a un coût. Samuel, tout le monde le fait en France, donc c'est normal de le faire également à Lyon? Y compris vos amis à Limoges. Non, mais en l'occurrence, moi je suis assez agacé par cette hausse d'impôts parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent. On est quand même dans une période de sobriété et on va demander des efforts supplémentaires aux Lyonnaises et aux Lyonnais. On a une augmentation annuelle aux propriétaires. Aux propriétaires. Et aux multipropriétaires. Et aux propriétaires. Très nombreux aussi, dans le 6e, on est d'accord. Il y en a dans le 6e arrondissement, il y en a un petit peu partout qu'ailleurs. dans Lyon, et il n'y a pas forcément que des gens fortunés qui sont propriétaires. Multipropriétaires, un peu plus. Un petit peu plus, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on a une hausse de 7% au niveau national, grosso modo, qui correspond à 20 millions d'euros pour les Lyonnaises et les Lyonnais. On va rajouter la hausse de 9% de M. Doucet. Ça va être 27 millions supplémentaires. Donc on a 47 millions d'augmentation qui vont coûter donc aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Pourquoi faire? Moi, je me le demande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des budgets d'investissement à la ville de Lyon, en comparatif. On avait un budget primitif qui annonçait pour l'année 2022 152 millions d'euros d'investissement. Seulement 105 millions ont été faits. Moi, je veux bien qu'on prenne à la limite. Mais pourquoi faire? Pour investir, oui. Mais là, visiblement, on n'a que 69% des investissements qui ont été faits à la ville de Lyon. Donc, où va l'argent et à quoi va servir cet argent? Puisqu'il n'est pas fait pour investir. Et c'était déjà le cas en 2021, puisque en 2021, seulement 71% du budget prévu pour l'investissement a été dépensé. Farid, est-ce que vous pensez que c'est à l'État de prendre le relais et d'aider les collectivités? Parce qu'on voit que donc il y a Lyon, mais il y a d'autres communes qui sont aussi obligées d'augmenter ces impôts face à la crise de l'énergie. Est-ce que c'est le rôle de l'État? Vous voyez ça de Vénissieux, est-ce que c'est le rôle de l'État de prendre le relais? Déjà, j'avais annoncé pour les Lyonnais que l'augmentation d'impôts arrivait. Elle arrivait quand même un petit peu costaud. Après, moi, je m'en fous. Hein. Je suis vénitien. Et les impôts, ils augmentent tous les ans chez nous. Donc, c'est une tradition communiste d'augmenter la taxe foncière et de taper sur les propriétaires. Et là, il n'y a pas de multipropriétaires à Vénissieux. Il n'y a que des galériens. Et on galère tous à payer déjà nos crédits. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. À Lyon, a priori, c'est pas une ville qui est très endettée. Gérard Collomb, il l'avait super bien géré, donc les écolos vont finir de couler la baraque en engageant un maximum d'amis et en augmentant tous les frais.
Après, c'est leur problème. Moi, ce qui me gêne le plus, on parle d'État et tout, c'est on s'en fout de Lyon maintenant. C'est la métropole qui tient, quoi. Bruno Bernard, lui, peut pas augmenter les impôts. C'est-à-dire, il se base sur ce qui se passe dans les villes, etc., qui sont autour. Je suis même pas sûr qu'il ait un vrai levier qui est vraiment dessus, quoi. On verra, quoi. Moi, Lyon, j'ai des gros problèmes déjà ailleurs. Raphaël? Non, mais ce qui est juste, c'est que ce soit Bruno Bernard à la métropole ou que ce soit Laurent Wauquiez à la région, globalement, ils ont très peu de leviers fiscaux. Un des derniers qui reste vraiment au niveau des collectivités locales, c'est effectivement la taxe foncière. À la décharge de Grégory Doucet, c'est pas l'impôt le plus injuste. Parce qu'effectivement, on va toucher les propriétaires et tous les gens qui ont des faibles revenus, finalement, sont dispensés. Donc, c'est pas socialement un choix extrêmement injuste. On a beaucoup parlé de l'endettement, de l'investissement. C'est classique. On avait Audrey Enoch mercredi qui expliquait leur projet, mais c'est vrai que c'est effectivement classique qu'en début de mandat, le temps de la mise en route, les municipalités aient du mal à dépenser complètement leur budget d'investissement. On est à mi-mandat, Progressivement. Oui, mais progressivement, ça monte quand même pas mal. On pourrait en fait retrouver à peu près les mêmes chiffres sous Gérard Collomb. Donc, c'est pas qu'il était extrêmement bien géré. C'est votre avis. Ce que disent les écologistes, c'est que l'état des écoles aujourd'hui, l'état des passoires thermiques que peuvent être la mairie du 6e, par exemple, mais autres quand même pas mal de bâtiments municipaux. Quand on a aujourd'hui une facture d'énergie qui arrive à 50 millions d'euros, ne pas avoir fait ces investissements ces dernières années, c'est sûr que c'est regrettable. Donc je ne suis pas sûr que ce soit de la bonne gestion. Après, on a une ville qui est relativement peu endettée, elle se rembourse en 4 ans. Ils avaient prévu de l'endetter plus justement pour pouvoir faire ces travaux-là. Pour l'instant, ils ne l'ont pas endetté plus, puisque l'année dernière, au contraire, ils ont un peu désendetté, puisqu'ils n'ont pas fait tous les travaux qui étaient prévus, mais ils ont prévu de pouvoir augmenter un peu l'endettement. Si à la fin du mandat, on arrive à dépenser moins en énergie parce qu'on a mieux isolé les bâtiments, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise gestion. Après, moi, je viens de Vénissieux. Toutes les villes du monde entier sont mieux gérées. Donc, moi, de l'extérieur, même Bagdad est mieux gérée. Donc, à partir de là, c'est un regard extérieur. Allez, je vous Oui, mais ils n'ont pas augmenté la taxe d'habitation à Bagdad. Oui, c'est vrai. Je vous propose de continuer avec notre deuxième sujet qui concerne toujours Grégory Doucet, qui a fait plusieurs annonces cette semaine, donc la taxe foncière, le fait qu'il se représenterait aux municipales de 2026, la piétonisation de la rue de l'Arrêt, et puis il a porté son soutien aux activistes écologistes, ceux qui bloquent les routes, ceux qui jettent de la peinture sur les murs des ministères ou encore sur les tableaux. Le maire de Lyon trouve ça, je cite, bien, de voir des jeunes qui s'engagent pour l'ensemble de l'humanité. Un responsable politique de son envergure, un officier de police judiciaire, peut-il plébisciter la désobéissance civile? Farid, on connaît votre aversion pour les actions de dernière rénovation. Vous en pensez quoi, ça? Non, mais vraiment, là, il pense qu'il est maire de Lyon. Oui. Il pense encore que c'est le chef d'une ZAD. Il est en Sarouel avec des chiens qui puent, il fait des jongles. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Non, et en plus, cet homme, là, franchement, j'avais pas beaucoup de... je regardais ça de loin. Mais maintenant, je le trouve vraiment ridicule, cet homme-là. Avec son truc sur le Tour de France. Il est toujours là en train d'essayer de... Je sais pas, il essaie de s'attirer la lumière, je sais pas quoi. Tour de France, etc. Et il faut quand même penser à un truc qui est important. C'est le chef donc, de la police municipale. Oui. Là, il envoie un message à la police municipale. Touchez pas au bouson Pentagonia des petits bourgeois qui bloquent les routes, sinon je vais vous taper dessus. Il envoie quand même un message qui est bizarre. Et s'il y a un accident qui est derrière, s'il y a une ambulance qui est coincée, s'il y a des enfants malades, s'il y a des problèmes qui ont lieu, est-ce qu'on pourra peut-être pas le poursuivre judiciairement, mais du point de vue de la moralité, il est plutôt bizarre cet homme-là. Moi, c'est mon avis. Samuel? Il a cité des mots quand même forts. Il a dit que c'était pertinent, que c'était légitime et que c'était réjouissant. À titre personnel, on est clairement sur de l'incitation à la désobéissance civile. C'est grave. On parle quand même effectivement, vous l'avez rappelé Alexis en introduction, du premier magistrat, d'un homme qui a les pouvoirs de police. Il est maire de Lyon, il est plus militant. Et il ne faut pas l'oublier. Et je crois qu'il a un devoir envers ses administrés. Et ce devoir-là, il l'a clairement oublié en tenant ce genre de propos. On est quand même sur une période qui est compliquée. D'un point de vue sécuritaire, on a aussi une défiance des habitants. Et aujourd'hui, on a un maire de Lyon qui ne rassure pas du tout la population en tenant ce genre de propos. Bruno Bernard avait été beaucoup plus
beaucoup plus mesuré, puisqu'il avait rejeté la forme, mais en revanche, il avait dit que sur le fond, la cause défendue était la bonne. La cause n'excuse pas tout, et je crois que Grégory Doucet l'a oublié. Romain? Il y a effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le point, enfin au moins sur un point, qui est le point qu'il y a une divergence réelle effectivement entre un bloc autour de Bruno Bernard et puis un bloc autour de Grégory Doucet et puis aussi également de Marie-Charlotte Garin qui avait aussi salué les actions de ce collectif. Qui est la députée, de la 3e circonscription de Lyon. Grégory Doucet, il faut savoir quand même qu'il répondait à une question qui lui avait été posée. Il n'est pas spontanément arrivé en disant voilà, je soutiens ces gens-là. Il a répondu relativement avec clarté là-dessus. Tout en disant aussi d'ailleurs, parce qu'on parlait des tableaux, que tout ce qui pouvait concerner par exemple les actions dans le monde de l'art, c'était trop éloigné du sujet et que c'était contre-productif dans ce domaine-là. Par contre, effectivement, il a salué les actions qui pouvaient concerner le blocage de routes et un certain nombre d'autres choses comme ça. C'est vrai quand même qu'on est dans une situation dans laquelle on a eu le 31 décembre le plus chaud de l'histoire. Là, il faut le voir, là, c'est ce qu'a dit professeur Zaka, qui est un climatologue très réputé, et que effectivement, c'est une cause dans laquelle on va regarder, on a parlé là tout à l'heure dans les couloirs avec la députée de la 4e circonscription, Madame Bruniera, qui va voter donc la loi sur la transition énergétique, sur l'accélération des énergies renouvelables. Quand vous regardez la loi dans le détail, vous tombez sur des choses où ça accélère pas tant que ça les énergies renouvelables. Donc effectivement, je pense que le maire, il a surtout voulu saluer le fait que la prise de conscience n'était pas forcément assez rapide et saluer des actions de désobéissance civile comme on pouvait saluer d'autres actions de désobéissance civile. Par exemple, c'est arrivé notamment chez des élus de tous les bords pendant la lutte contre l'apartheid. Il a voulu comparer ça ici sur le racisme. Non, mais là, c'est la même chose avec Rosa Parks. Oui, le problème du climat, c'est un problème qui nous concerne. Donc, un maire d'extrême droite qui va féliciter des skinheads qui font des ratonnades dans la rue, c'est possible. Le climat et les ratonnades, c'est la même chose que toi. Non, mais c'est-à-dire que pour toi, c'est la même chose. Sa les ratonnades, sa couleur politique et son soutien. Non, il n'y a pas que cette question-là. Il y a aussi c'est pas que le climat, ça concerne pas que les Verts, ça nous concerne tous. En bloquant la M7, ça va améliorer quelque chose en jetant de la peinture sur un tableau. Mais il a condamné la question sur les tableaux. Par contre, les actions sur la prise de conscience, c'est quelque chose qu'il a dit qu'il pouvait comprendre. Les actions, c'est le vote. Mais c'est le vote aussi, et les gens, ils ont choisi justement une majorité sur le climat. Ils n'ont pas choisi. Ils ont choisi une majorité. Ils n'ont pas choisi une majorité sur Lyon qui bloquait les routes. À quel moment dans son programme il a dit je vais faciliter les gens qui bloquent des routes et qui s'attaquent à des musées? Il a salué la prise de conscience, le fait qu'on fasse prendre conscience aux gens des questions sur le climat. C'est tout. Mais la façon dont on le fait, on va encore une fois braquer les gens, parce que aujourd'hui, la personne qui va travailler le matin et qui est bloquée sur la route, c'est une personne qui a besoin de prendre sa voiture pour aller travailler. Mais bien sûr qu'il y a une partie de ces actions qui sont contre-productives. C'est ce qui a été dit d'ailleurs par le président de la métropole. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais par contre, effectivement, qui on puisse saluer la question de la prise de conscience sur le climat, c'est quelque chose qui me semble relativement légitime en ce moment. Donnons la parole à Raphaël, qui en plus est responsable de cette citation. Ça m'étonne tellement pas. C'était dans le cadre du club de la presse. Moi, je préfère l'entendre sur ces sujets-là que effectivement sur les polémiques qu'on a pu entendre en début de mandat, qui étaient des polémiques qui étaient mal maîtrisées, clairement. Parce que pour une communication sans doute mal pensée, ça l'emmenait sur des sujets où finalement il n'y avait pas un énorme fond derrière. Bien sûr. Là, qu'est-ce qui est grave en fait dans les informations de la semaine, c'est celle qu'on a appris hier sur l'état des glaciers dans le monde. Exactement. L'état, juste dans la courbe dans laquelle on est aujourd'hui, avec les engagements que la France a pris et les engagements internationaux qui ont été pris, donc s'ils sont tenus ces engagements-là, il n'y a plus de glaciers dans les Alpes à la fin du siècle. 95% des glaciers ont disparu. Si on tient les engagements qu'on donne, si on ne les tient pas, il n'y a plus de glaciers dans le monde. Si on arrive à tenir les objectifs les plus ambitieux, et beaucoup de gens pensent que ce ne sera pas possible d'arriver à tenir à 1,5 degré, on a déjà perdu plus de la moitié des glaciers des Alpes. Donc là, oui, l'effet du réchauffement climatique, il est majeur. Ce que dit Grégory Doucet dans cette rencontre, l'essentiel a été autour de son ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030. Lyon fait partie des villes pilotes en Europe. Techniquement, n'est pas possible, mais bon, c'est encore un autre sujet. Alors, toutes les questions portaient là-dessus. Je ne cache pas d'ailleurs que les journalistes étaient plutôt dubitatifs sur la capacité d'y arriver, parce que, comme il l'a dit lui-même, oui, mais enfin, ça dépend de ce qu'on va compter. C'est-à-dire que, on va le dire dans le détail, on parle de la neutralité carbone, la neutralité des émissions du territoire. On ne parle pas du carbone importé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas
à 2030 de la neutralité carbone sur les téléphones portables qu'on achète en Mais Chine, les par villes, exemple. elles ont beaucoup de carbone importé. Enfin, bref. Oui, non, mais donc on enlève l'importé. Mais même en enlevant le carbone importé, sachant que la ville de Lyon, elle représente à peu près 5% des émissions, si on enlève l'importé. Donc lui, déjà arriver à la neutralité sur ces 5%-là, c'est extrêmement ambitieux. Ça demande beaucoup d'investissements, notamment dans tous les bâtiments municipaux, effectivement, pour qu'ils deviennent neutres en carbone. Mais ça veut dire qu'il faut aller chercher les 95% qui restent, donc les entreprises, donc les particuliers, donc les véhicules. Alors, il y a la ZFE, il y a un certain nombre de choses. On était assez dubitatif. Et ce qu'il a répondu, c'est que l'enjeu sera en 2023 d'arriver justement à mobiliser les différents acteurs. Il croit beaucoup aux entreprises. C'est un discours qu'on n'attendait pas forcément, mais dit que justement les échanges se passent bien avec les entreprises et qu'aujourd'hui, les grandes entreprises de l'agglomération lyonnaise, ce qu'ils sentent, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a plus de greenwashing, quasiment plus. Ils pensent qu'au contraire, il y a un vrai engagement des entreprises qui sont prêts à aller là-dessus. Mais ce qu'il dit aussi, et c'est là où on va retomber sur les activistes, c'est qu'il y aura besoin de mobiliser plus largement. Et pour ça, en fait, il va avoir besoin des activistes. Il va avoir besoin que les activistes viennent interpeller régulièrement et mettent l'actualité médiatique, l'attention médiatique sur les sujets climatiques, plutôt que de les mettre une fois encore sur des sujets totalement périphériques. Et alors, pour conclure sur le sujet, je vais faire un parallèle un peu provoquant. On se souvient que les Dalton, le collectif de rappeurs délinquants voilà, quand Lyon, je disais totalement périphérique. Écoutez. Pour alerter sur la situation des quartiers des banlieues, qui est une noble cause, peut-être pas autant que le réchauffement climatique parce que ça touche moins de monde, mais c'est très important, avait tiré des billes de peinture au paintball sur la préfecture et avait lancé de l'eau sur le maire du 8e. À l'époque, les écologistes avaient unanimement dénoncé ces agissements. Est-ce que pourtant on ne retrouve pas les mêmes modes d'action que dernière rénovation ? Ça y ressemble, non ? Si, totalement. Oui. Mais c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'il y a personne bronzé qui va se mettre au milieu d'une route et bloqué sans se retrouver avec les CRS qui vont vraiment leur faire du mal. Leur rentrer dedans, comme c'est ce qui a pu se passer. C'est un délire de petits blancs bourgeois. C'est un délire de petits blancs bourgeois en Patagonia qui sont assis sur le milieu de la route et qui s'amusent à bloquer. Mais je vous assure que leurs revendications, elles sont peut-être légitimes, tout ce que vous voulez. Mais la manière dont ils le font, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont protégés, justement par ce genre de mairie qui donne un blanc-seing sur la révolution. En l'occurrence, c'est la police nationale qui intervient, c'est celle de Darmanin. Une chance qu'il y ait une police nationale. S'il y aurait la police municipale de Lyon qui a peur d'un maire qui les soutient, mais il ne se passera rien. Donc la route, elle est encore bloquée. Là, on fait des kebabs au milieu de la M7. À partir de là, on la ferme et on arrête tout. Et on se promène tous en trottinette électrique qu'on peut jeter dans la Saône 5 minutes après. Moi, c'est mon avis. Romain, brièvement, sur le sujet des Dalton, vous n'étiez pas d'accord ? Sur les Dalton, autant, si vous voulez, je trouve que c'est un sujet qui a pris énormément de place, beaucoup trop de place dans les médias pendant un certain temps. Ouais. Autant, moi, alors, en plus, moi j'ai une caractéristique, c'est que j'aime bien la musique des Dalton. On n'est pas beaucoup, mais effectivement, moi j'aime bien. Et par contre, dans leurs revendications, c'était quand même pas hyper clair que ça concernait les quartiers populaires, hein, sérieusement. C'est ce qui était revendiqué. Même y compris des fois pour avoir discuté un peu avec eux, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'ils l'auraient revendiqué un peu plus clairement, peut-être que ça aurait pu être mis en parallèle. Ça, c'est le problème des Dalton, c'est qu'ils n'ont pas fait les grandes études payées par leurs parents. Il n'y a pas que les études. Je pense que vous avez, il y a des tas de gens par exemple, toi, tu n'as pas fait des grandes études, et pourtant tu t'exprimes extrêmement clairement. Avec, sans langue de bois. D'accord, mais moi, tonton et mon cousin, il n'est pas élu à la mairie de Lyon, et donc je ne peux pas m'amuser à bloquer des routes sans que je me retrouve avec des CRS qui viennent me chercher à 6h du matin le lendemain. Quoi. Mais le climat, ça concerne tout le monde, quelle que soit leur couleur, tu sais. Ça concerne tout le monde, mais les comportements des gens, quand ça touche les autres, c'est insupportable. Allez, je vous propose d'avancer. Troisième sujet du jour qui concerne le Grand Hôtel-Dieu de Lyon avec la fermeture depuis le 31 décembre des halles qui avaient été imaginées par le traiteur Jean-Paul Pignol comme un pendant des halles Bocuse. Après 4 années difficiles, les commerces ont rendu les armes. On sait que dans sa globalité, le Grand Hôtel-Dieu n'a jamais trop conquis les Lyonnais. La Cité de la Gastronomie a rouvert, mais sera-t-elle encore visitée à la fin de la gratuité de l'entrée ? C'est un lieu privé qui se veut haut de gamme. Est-ce que le Grand Hôtel-Dieu a encore un avenir dans cette voie à Lyon ? Raphaël. Vous dites que ça n'a jamais conquis les Lyonnais, mais ça n'a jamais été fait pour conquérir les Lyonnais. Et d'ailleurs, c'est tout ce quartier qui va de Groslay jusqu'à Hôtel-Dieu. Ouais. Gérard Collomb l'a pensé comme le paquebot destiné à faire de l'attraction internationale, nous attirer les touristes internationaux. Et dans sa vision,
quand même assez daté des villes, et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Il fallait que Lyon ait les mêmes enseignes de luxe que Barcelone, que Milan, que Turin, et que son centre-ville finalement ressemble au centre-ville de ces villes-là pour attirer cette clientèle internationale qui vient en jet le week-end ou en EasyJet le week-end, pour pas caricaturer. Mais l'idée, c'était ça. Après, on peut discuter du modèle sur l'Hôtel-Dieu. Il n'y avait pas de grand palace à Lyon. C'est pas forcément un mal qu'il y en ait un. Cet endroit-là, pour payer la rénovation de ces bâtiments, c'est pas forcément un mal. Mais l'effet qu'on voit, c'est que en confiant au privé l'ensemble de cette rénovation, tous les projets qu'on voulait mettre, tous les projets avec un peu de sens qu'on voulait mettre autour, se sont avérés infinançables. Parce qu'il faut payer des loyers très chers à l'opérateur, et donc la Cité de la Gastronomie. Je vous rappelle que la promesse initiale était d'avoir un lieu dédié à la santé, à la prévention, musée de la santé, Lyon. Ça devait être le lieu qui nous permette de faire de Lyon la capitale mondiale de la santé. Bon, on n'a rien, parce qu'on n'a rien pu financer là-dessus. Et puis, ces halles, je ne sais pas si vous y êtes allé, j'y suis passé, je ne fais pas mes courses là-bas, c'est trop cher. Donc, si on vise que des touristes, on se retrouve à un moment donné à difficulté à permettre à ce que ce soit viable sur le long terme. Ils sont passés, en fait, le souci de ces halles qui sont magnifiques. L'Hôtel-Dieu, ça a été un super boulot. Déjà, c'est introuvable. C'est pas dans les guides touristiques où c'est mal indiqué. Moi, je suis lyonnais. J'ai eu du mal à trouver les halles. C'est-à-dire, quand on rentre du côté de Bellecour pour essayer de rentrer dedans, c'est une sorte de grand labyrinthe avec des grands murs blancs. Magnifique, hein. Mais pour trouver un magasin ou trouver un restaurant, c'est pas aussi simple que ça. J'ai mis un moment pour les trouver. Donc, franchement, c'était super mal indiqué. Et après, ils se sont fait rattraper par une nouveauté. C'est les valises cabines. Avant, ils avaient une logique de fabriquer avec des touristes qui arrivaient avec des valises de 30 kilos, qu'ils ouvraient et repartaient avec la moitié de Lyon dans leurs valises. Aujourd'hui, ils sont avec des valises cabines, et même les valises cabines, elles sont payantes. Donc, ils ne vont pas acheter une Macédoine de légumes pour ramener à Paris. Donc, ça les a vraiment plantés. Samuel ? Moi, je vais être un peu plus positif sur l'Hôtel-Dieu. Il faut rappeler quand même qu'on a eu les gilets jaunes, qu'on a eu la crise Covid, qui a été très compliquée pour ces commerçants, parce que la création des halles de l'Hôtel-Dieu, elle est arrivée peu de temps avant tous ces événements. On a aussi, c'est vrai, des Lyonnais qui n'ont pas pris l'habitude d'y aller, parce que peut-être que quand on dit halles et quand on veut aller dépenser dans ce genre d'endroit, on va plutôt à Halle Paul Bocuse, ou on va plutôt dans les boutiques originelles de ces commerçants qui étaient présents aux halles, parce que tout ce qu'il y avait aux halles de l'Hôtel-Dieu était présent dans d'autres endroits à Lyon, dans des endroits plus historiques. Après, l'Hôtel-Dieu, il a fonctionné à certains égards. On a des bars qui sont aujourd'hui quand même un lieu de rassemblement de la jeunesse, un lieu convivial, d'une certaine jeunesse, très certainement, mais on a celle qui est multipropriétaire, celle qui est pas que celle qui gueule contre les 10 € de taxes. On a le Justin, on a le Cabestan, on a des restaurants qui fonctionnent. Le boudoir. Voilà, par exemple. Non mais et aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver un modèle pour l'Hôtel-Dieu qui fonctionne. Alors là, on était d'accord, on parlait tout à l'heure de santé, etc. Sur ces grands bâtiments historiques, ce qui est important, c'est qu'ils soient rendus aux Lyonnais. Nous, dans le 6e, on parle souvent du musée Guimet. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce lieu-là soit un lieu pour les Lyonnais. C'est bien de faire des lieux touristiques, c'est important d'avoir une vitrine pour Lyon. Je pense qu'on a suffisamment de quartiers qui sont aujourd'hui des vitrines. On a Confluence, on a la rue Édouard Herriot si on veut aller consommer dans certaines boutiques. Pour ceux qui payent la taxe foncière, Romain, pour vous faire plaisir. Mais voilà, on a plusieurs vitrines et peut-être que cet Hôtel-Dieu il doit être rendu aux Lyonnais sur certains projets. Et quoi qu'il en soit, si c'est rendu aux Lyonnais, les touristes ils suivront derrière. Ils vont dans les endroits où il y a du monde. Bien sûr. Donc automatiquement ça marchera. Mais c'est vrai qu'ils sont partis sur un truc élitiste. Tant mieux, il en faut des coins élitistes. Il en faut. S'il faut payer 18 € le cocktail, ça fait plaisir de temps en temps. Bon, c'est tous les jours pour les gens du 6e. Les gens de Vénissieux, ils mettront un peu d'argent de côté et ils iront boire un coup de temps en temps. Moi, j'y suis allé. Franchement, ça vaut le coup d'aller boire sous la coupole. C'est magnifique. Romain, vous le voyez tous les jours depuis la Guillotière, c'est le Grand Hôtel-Dieu. Vous traversez pour y aller ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire effectivement qu'il faut arriver à le rendre un peu plus au Lyonnais, qu'il est difficile d'accès. C'est vrai que là, pour le coup, je veux dire,
je connais quand même, enfin on connaît tout ce quartier, pardon. Effectivement, il y a ces difficultés-là. Je trouve qu'effectivement le lieu est quand même beau. On peut pas dire que c'est un échec parce que franchement, quand on voit le travail qui a été fait par les opérateurs, c'est très minéral, mais effectivement il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ont pris des locations là-bas, ont quand même réussi à faire des belles choses autour de ça. Là, vous avez cité un certain nombre d'établissements qui sont effectivement des établissements qui ont réussi leur modèle. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a ce que vous avez dit tout à l'heure, des halles en elles-mêmes, c'est-à-dire la partie halle, la partie où on vend des choses à emporter, qui a jamais vraiment réussi à prendre quelque part, parce que ça ressemble à la fois trop au Halle Paul Bocuse, mais sans le côté convivial, tout en n'étant pas aussi assez alternatif que les halles qui peuvent être dans le premier arrondissement, que les halles de la Martinière. Il y a un vrai problème de positionnement. Et quand on voit, par exemple, dans d'autres dans des capitales européennes type Madrid ou ailleurs, qu'il y a effectivement des halles qui ont réussi, par contre, leur mode de vie, il faut arriver à trouver quelque chose qui soit intéressant. Cette stratégie d'attraction, d'ailleurs, des touristes étrangers, en fait, elle n'a pas si raté que ça. On a eu des chiffres records avant le Covid de stratégie d'attraction des touristes étrangers. Après, ce que tu viens de dire là, effectivement... Je parle du réaménagement du centre-ville. Ah, le réaménagement. On parle d'un quartier... Oui, d'accord, le Grolet, c'était là où il y avait tous les commerces de proximité quand même. Oui, le Grolet. De Grolet à l'hôtel, c'était là. C'était là où il y avait... Quand on vivait dans le centre-ville, on habitait là. Mais de toute façon, pour attirer les gens, et je pense que là on va être tous d'accord autour de cette table, il faut aussi avoir un caractère lyonnais. C'est-à-dire que tu viens pas à Lyon pour aller faire du tourisme, pour que c'est exactement la même gueule que Milan, que Paris, c'est plus rigolo d'aller à la commune que d'aller à l'hôtel. Voilà, c'est exactement ce genre de choses. Et effectivement, il faut arriver à trouver un mix qui mêle un peu l'identité lyonnaise, qui a un peu tendance à disparaître avec justement ce grand remplacement parisien, bordelais, etc., de gens qui arrivent d'ailleurs, où effectivement la culture lyonnaise, mais ça peut être l'objet d'un autre débat, est un peu en train de changer fortement. Et un mix avec de l'international, parce que les gens ils viennent chercher aussi quelque chose de typique. Et effectivement, cette offre typique, elle disparaît en centre-ville, je trouve. Elle est le centre-ville de Lyon est moins lyonnais qu'avant. Allez, on est arrivé au terme de cette émission. Merci de votre fidélité, comme d'habitude. Partagez, visionnez avant de commenter, et puis on se retrouvera la semaine prochaine.